d'Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Dans la presse du jour, des appels au sursaut. Celui de François Bayrou risque fort de tomber dans le vide. À lire Le Parisien, le Premier ministre n'a lui-même guère d'espoir sur la suite. Macron et Bayrou font mine d'y croire, titre le journal. Même tonalité dans le quotidien L'Opinion, qui prête cruellement au Premier ministre le syndrome du membre fantôme. Il continue de chercher le soutien des Français quand celui-ci lui a été retiré depuis longtemps. C'est cruel. C'est pourquoi Le Figaro se projette déjà vers l'étape suivante. Macron confronté au casse-tête de l'après-Bayrou. Idem pour Les Échos. Macron face au mur du 8 septembre. Autant dire que le choc approche. Autre choc, autre appel. L'UNICEF dévoile le nombre d'enfants qui, dans notre pays, dorment dans les rues. Dans la nuit du 18 au 19 août, c'était 2159. 503 de ces enfants avaient moins de 3 ans. Estimation publiée ce matin dans Ouest France et sur le site 20 minutes, mais nulle part ailleurs dans les grands quotidiens nationaux. Je dis estimation car le chiffre ne prend en compte que les enfants dont les parents ont appelé le 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri, et qui n'ont pas trouvé de solution d'hébergement. Mais il va de soi que beaucoup de parents n'appellent pas le 115 et les mineurs non accompagnés ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre. C'est le 7e baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS. Il s'aggrave d'année en année. Le nombre d'enfants qui dorment dans les rues en France a augmenté de 30% depuis 2022. Il faudrait 10 000 places d'hébergement de plus, réclame la présidente de l'UNICEF dans Ouest France, qui juge la situation indigne. Elle a raison. Dans Libération, c'est le chef d'état-major de nos armées, le général Thierry Burkhardt, qui prend la parole dans un long entretien. Il quittera son poste dans quelques jours. C'est donc une sorte d'interview bilan, pour ne pas dire testamentaire. Et le général Burkhardt ne mâche pas ses mots. Pendant 60 ans, dit-il, les pays occidentaux ont été engagés dans des guerres où ils pouvaient choisir leur niveau d'implication. On parlait de guerre choisie. Aujourd'hui, on doit se préparer à un retour des guerres imposées. Il faut durcir nos moyens de protection, faire que les jeunes Français se sentent concernés par la défense de leur pays. Autre extrait, notre système de combat doit être extrêmement létal. Il faut être capable de détruire des capacités militaires adverses, si possible, dès le premier contact. Ce que montre la guerre en Ukraine, c'est que la question du qui tue quoi et à quel prix est devenue centrale. À ce propos, le général Burkhardt ajoute « Si nous, Européens, ne sommes pas capables de prendre des risques pour assurer une paix durable et la sécurité de notre continent, Poutine aura imposé l'idée que la force est supérieure au droit. » En terminant, il précise, dans Libération toujours, que dans tous les cas, l'armée française est capable de s'engager en opération ce soir, s'il le faut. C'est rassurant, mais pas complètement. Bah oui, parce que c'est la question du combien de temps elle est capable de s'engager en opération. Pas rassurant non plus, l'essayiste Giuliano d'Empoli, l'auteur du Mage du Kremlin, qui va sortir au cinéma avec Jude Law dans le rôle de Poutine. Je précise que nous avons reçu ici au printemps. D'Empoli, hein, pas Jude Law. Exactement, mais Jude Law est le bienvenu. Il donne une interview d'Empoli au magazine Le Point et lui aussi est inquiet. Il évoque évidemment lui aussi la menace russe en expliquant qu'autour de Poutine, c'est aujourd'hui l'appareil sécuritaire qui dirige le pays. Et comme il n'y a jamais assez de sécurité pour un appareil sécuritaire, dit-il, la tendance naturelle est d'étendre encore son pouvoir. D'Empoli évoque surtout Donald Trump et à travers lui ce qu'il appelle le techno-césarisme, une idéologie selon laquelle la démocratie telle que nous la concevons en Europe est une denrée périmée. Votre vieux système ne marche plus, nous dit Trump, qui considère que les constitutions, les droits des minorités, une justice indépendante ne sont pas importants. C'est pourquoi l'Amérique appuie sur notre continent les forces illibérales. Je trouve dommage, dit Giuliano d'Empoli, que les dirigeants européens ne le disent pas plus clairement à leur peuple. C'est un enjeu crucial. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est en train de perdre la bataille de la démocratie? Eh bien, à bien lire d'Empoli, c'est surtout que l'Europe ne mène pas vraiment cette bataille. Pour lui, l'Europe a tort de s'incliner devant Trump. Elle lui prête des succès qu'il n'a pas, notamment en économie. Pour d'Empoli,
Empoli, la bataille pour la souveraineté se joue aussi sur le plan numérique, car le mouvement naturel des écosystèmes produits par les GAFAM, les géants américains de la tech, dont nous dépendons trop, dit-il, c'est de favoriser la fragmentation, la radicalisation, la violence, la désagrégation des débats. C'est pourquoi il juge crucial que l'Europe arrive à réguler les GAFAM, et c'est pourquoi on voit bien que Trump nous menace de représailles pour nous dissuader de le faire. Si on continue à se dire que le problème posé par Trump n'est qu'un problème de tarifs douaniers, alors qu'il s'agit d'une offensive idéologique, potentiellement autoritaire, contre notre modèle de société et de démocratie, il sera difficile pour l'Europe d'être à la hauteur. Sa conclusion à Giuliano da Empoli, oui, l'agression est en cours côté américain. Quant au côté russe, j'espère que personne ne se pose encore la question. C'est à lire dans Le Point donc. Da Empoli, c'est toujours éclairant et effrayant à la fois. On termine avec les mots de la fille de l'écrivain Boualem Sansal, emprisonnée depuis 9 mois en Algérie. Elle parle dans Le Figaro ce matin. Parole forte et émouvante, la fille de Sansal dit n'avoir aucune nouvelle de lui, pas un appel, pas une lettre, pas même un signe qui puisse nous rassurer sur son état de santé ou sur ses conditions de détention. Ce silence, dit-elle, est une double peine. À l'enfermement s'ajoute l'effacement, l'idée que, en l'empêchant de communiquer, on pourrait le faire disparaître symboliquement. C'est précisément ce que nous refusons. La fille de l'écrivain a écrit au président algérien Tebboune. Aucune réponse, ça ne l'étonne pas. C'est la logique d'un régime qui ne dialogue pas, constate-t-elle. Elle a écrit à Emmanuel Macron. Aucune réponse non plus. Elle s'en indigne. Mon père est citoyen français. Il n'est pas acceptable qu'un citoyen français, dont le seul tort est d'avoir écrit librement, soit abandonné au silence d'un régime autoritaire. La liberté de Boualem Sansal n'est pas une variable d'ajustement diplomatique, dit sa fille. C'est une exigence politique et morale. Comme on ne saurait le dire mieux, je lui laisse volontiers le mot de la fin. On va quand même demander à Franz-Olivier Gisbert ce qu'il pense de la non-réponse d'Emmanuel Macron à la lettre envoyée par la fille de Boualem Sansal. Je sais que vous êtes très sensible sur ce sujet comme beaucoup d'autres, Franz. Eh ben, c'est pas terrible. C'est vrai qu'il y a une belle phrase d'Euripide, vous connaissez Euripide, qui dit le silence est un aveu. Ben, je crois que le silence d'Emmanuel Macron sur cette affaire, c'est un aveu de faiblesse et puis peut-être même de pleutrerie. Voilà. Franz-Olivier Gisbert, vous allez l'entendre dans Esprit Libre dans un instant. Je dis au revoir à Hervé Gattegno. À demain. À demain. Merci.